Bonsoir à tous, nous allons découvrir tout de suite ensemble les grands titres de ce journal. Le vert, le bleu et le rose seront les couleurs dominantes de cette édition. Le vert tout d'abord, en lien avec la politique environnementale de Monaco. Pour parvenir à une société décarbonée en 2050, la principauté mise sur une production d'électricité 100% verte. Le président de la société Monaco Énergie Renouvelable, Sami Touati, nous expliquera comment parvenir à cet objectif avec un grand projet notamment d'éoliennes et nous verrons comment s'est développé le parc de panneaux photovoltaïques monégasque. Le mois d'octobre est synonyme de lutte contre le cancer du sein. L'opération Octobre Rose a pour mission de sensibiliser le plus grand nombre. Le dépistage reste l'une des clés de la bonne prise en charge des patients. Reportage à suivre au centre hospitalier Princesse Grasse. Après le vert, le rose, le bleu, la couleur des mers et océans qui abritent des espèces extrêmement menacées, les coraux. Pour assurer leur survie, une grande opération est lancée. Elle consiste à collecter des coraux de toutes sortes et les mettre en aquarium pour qu'ils ne disparaissent pas complètement. Didier Zoccola, chargé de recherche au Centre scientifique de Monaco, nous présentera cette initiative internationale. Et pour débuter ce journal, nous allons donc monter sur les toits de Monaco, où se trouvent des dizaines et dizaines de panneaux photovoltaïques. Certains sont en cours d'installation, d'autres en cours de maintenance. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Ils font partie du vaste plan solaire en cours sur le sol monégasque, ou plutôt en hauteur sur les toits. Tous ces panneaux illustrent bien l'engagement en faveur de la transition énergétique. Les exemples ne manquent pas en principauté. Château Amiral, Monte-Carlo Bay, Grimaldi Forum, lycée technique et hôtelier, caserne des sapeurs-pompiers ou comme ici, école de Fontvieille. Lorsque les bâtiments dépendent de son parc, c'est le service de maintenance des bâtiments publics qui assure l'installation des panneaux. Ici, nous avons installé 67 panneaux qui représentent 130 mètres carrés de surface totale pour produire environ 18 à 20% d'autosuffisance pour l'école. Il y a d'autres projets en cours, principalement sur les écoles, dont l'école de la Condamine qui va être réalisée par la suite. Il y a la Villa Paloma qui va être équipée de panneaux solaires sur la toiture exactement de la Villa Paloma. Donc on va installer sur l'ensemble de la principauté du parc du SMBP 512 panneaux pour 1000 mètres carrés de surface totale de panneaux solaires. La Société monégasque des eaux figure aussi sur la liste, un programme de projet dense donc, qui reflète ainsi l'intérêt des panneaux photovoltaïques. C'est de capter une énergie solaire, de pouvoir produire de l'électricité pour pouvoir injecter dans l'école. Si ce n'est pas utilisé le week-end ou pendant les vacances, c'est réinjecté dans les réseaux SMEC. On préconise une fois par an le nettoyage des panneaux pour éviter l'encrassement des panneaux et réduire la performance du panneau. L'électricité produite participe donc aux objectifs de production verte. L'aspect pédagogique n'est pas négligeable car grâce à ce type d'écran, les enfants peuvent mesurer en temps réel les avantages pour la planète de ce type de panneau. Nous l'avons vu dans ce reportage, le photovoltaïque va permettre, en partie à Monaco, de parvenir à l'objectif fixé à l'horizon 2050, c'est-à-dire aller vers une société décarbonée. Pour cela, il est indispensable de se doter de capacités de production d'électricité 100% verte, équivalente à la consommation du territoire. La société Monaco Énergie Renouvelable a été créée il y a 3 ans dans cette optique. Son président est notre invité. Bonsoir Sami Touati. Bonsoir Patricia. 100% de production d'électricité verte, ce n'est pas utopique, c'est réalisable. Alors aujourd'hui en Principauté, nous avons l'objectif de construire de nouvelles productions d'énergie renouvelable, bien sûr sur le territoire. Mais pour couvrir 100% de nos besoins en électricité, nous avons aussi besoin de regarder les opportunités d'investissement et de développement à l'extérieur de la Principauté et notamment chez notre voisin français. Oui, parce que l'exiguïté du territoire ne sera pas un frein. On peut aller hors les frontières, hein. Alors bien sûr, notre priorité avant tout, c'est de développer nos propres énergies en principauté, mais nous savons, avec le cadastre solaire que nous avons lancé,
que, par exemple, sur le solaire, nous ne pourrons pas couvrir l'intégralité de nos besoins si nous n'allons pas chercher des investissements au-delà de nos frontières. Et c'est le but que s'est fixé Monaco Énergie Renouvelable. Nous avons décidé fin 2017 de nous lancer dans ce projet pour développer ces énergies, pas forcément que du solaire, avec le photovoltaïque, mais aussi de l'éolien, et peut-être du biogaz, et peut-être également de l'hydraulique demain. Et oui, nous alors justement, avons... nous allons détailler ensemble les solutions qui s'offrent à Monaco Énergie Renouvelable. Tout d'abord l'éolien, mais ce n'est pas envisageable au large de Monaco. Vous avez choisi un projet dans une zone propice. Tout à fait. Nous avons eu une opportunité puisque nous étions en contact avec un développeur allemand qui s'appelle AboWind, qui est un acteur de référence dans ce domaine-là, qui avait développé 3 parcs éoliens, 2 en Charente et 1 en Côte d'Armor, dans une zone très vantée, qui permettra effectivement d'accroître notre couverture sur nos consommations électriques avec ces nouveaux parcs dont nous avons fait l'acquisition à la toute fin de l'été. En termes de gain d'énergie, cela représente quelle quantité ? Alors, en fait, il faut se souvenir que début 2018, nous avons fait d'abord l'acquisition de 8 parcs photovoltaïques en France, qui étaient déjà en service depuis 2014. Puis nous avons développé en partenariat avec Engie Green 2 autres parcs photovoltaïques. Et avec ces 3 nouveaux parcs éoliens que nous avons acquis donc à la fin de l'été, nous arrivons à couvrir aujourd'hui 25% de la consommation électrique de la Principauté. Quand va débuter la production par ces éoliennes ? Alors, les mises en service de ces éoliennes sont prévues entre décembre et le mois de mars de l'année prochaine et ils seront totalement opérationnels dès cette date. Quelles sont les autres pistes de production d'énergie propre ? Alors, vous avez esquissé un début de réponse en parlant notamment, je crois, de l'hydraulique. Nous regardons d'autres sources d'énergie renouvelable comme l'hydraulique. C'est un petit peu plus compliqué, ça met du temps pour développer un projet de cette nature-là et nous cherchons des partenaires également dans ce secteur. Nous regardons également ce qui concerne le biogaz et nous sommes également ouverts au développement qui concerne l'intégralité des énergies renouvelables. Est-ce que ce marché de l'énergie propre fourmille aujourd'hui de projets plus ou moins étonnants et qui ont retenu votre attention ? Oui, nous étudions les pistes, mais nous nous concentrons sur des investissements sérieux avec une certaine sécurité, puisque le but de Monaco Énergie Renouvelable, avec cette couverture à 100% de nos besoins en électricité, c'est surtout non seulement de participer à la transition énergétique, mais c'est aussi à l'avenir de créer une indépendance tarifaire et énergétique, dans le sens où aujourd'hui, si vous voulez, quand la Principauté s'approvisionne en électricité et en achète en France, elle est soumise aux aléas du marché. Et demain, avec ces outils de production, nous souhaitons créer une couverture contre cette volatilité des prix. Et c'est un atout pour l'attractivité de demain, donc nous devons d'investir dans des énergies et des actifs qui sont sûrs. Et avec Antoine Lefond, vous l'avez dit, 25% très prochainement, 50% en 2025 et 100% de production d'électricité verte en 2050. C'est l'objectif affiché à Monaco. Merci Samy Touati d'être venu nous éclairer sur la question. Merci Patricia, bonne soirée. Et parmi les autres informations du jour, un large volet diplomatique, Fabien Bonilla. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le souverain dans la matinée a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs au Palais Princier. Tout d'abord, l'ambassadeur de la République de Lituanie, suivi de l'ambassadeur de la République d'Arménie, de l'ambassadeur de la République de Colombie, pour finir par l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Voilà pour ce qui concerne les ambassadeurs. Parlons du corps consulaire à présent. Absolument, l'ancien président de l'association des consuls honoraires de Monaco, Mustapha El Sol, a reçu le titre de président d'honneur à vie au sein de cette association, une distinction consacrant son action comme président historique de l'organisation de 2009 à 2019. Mustapha El Sol est également consul honoraire du Liban à Monaco depuis 1996.
Et du côté de la maison d'arrêt, des travaux sont en cours. Oui, avec le remplacement de 3 grilles de défense donnant sur l'extérieur. Vous le voyez, l'entreprise monégasque de travaux acrobatiques réalise en ce moment les travaux de descellement des grilles qui ont été par la suite élitreuillées. Les actions d'information et de sensibilisation contre le cancer du sein se poursuivent tout au long du mois avec l'initiative annuelle Octobre Rose. Le centre hospitalier Princesse Grace a installé des stands pour conseiller et dialoguer autour de la maladie. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé s'est rendu sur place. Récit d'Alexandra Pani sur des images d'Alexandra Paolini. Reconnaissable par son ruban rose, la campagne de sensibilisation au cancer du sein est d'autant plus nécessaire cette année, alors que la Covid-19 a pu freiner les dépistages. La sensibilisation est donc de mise pour motiver les femmes à aller faire une mammographie. Il y a pu avoir de la part du public, des patients et des femmes aussi, une hésitation à se rendre dans les structures de soins en cette période Covid. Alors cela étant, ce n'est pas une raison pour s'abstenir de faire les vérifications nécessaires, pour s'abstenir de faire les radios et mammographies de contrôle, d'autant que dans ces structures, évidemment, tout le monde porte le masque, tout le monde fait attention. Et donc, faites-vous dépister cette année comme les autres, c'est indispensable. Le cancer du sein, il faut le prévenir, évidemment, c'est le dépistage dont on a parlé, et puis il faut le soigner. Et dans le cadre du parcours de soins de la patiente, il est important qu'elle se sente accompagnée, guidée, aidée et soutenue. C'est le rôle des services de santé, c'est ce que fait très bien l'hôpital, c'est le rôle aussi d'associations qui sont présentes, qui écoutent, qui accueillent, qui tiennent compagnie, qui proposent des activités. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui vont contribuer à un mieux-être de la patiente, et c'est ce que nous recherchons tous. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En France, une femme sur 8 est concernée, mais le taux de mortalité a diminué ces 15 dernières années, notamment grâce à un dépistage plus précoce. Ce dépistage est justement conseillé à partir de 50 ans et doit être réalisé tous les 2 ans s'il n'y a pas de symptômes ni de facteurs à risque. Le Centre scientifique de Monaco fait référence en matière d'études sur les coraux depuis de très nombreuses années. Ces équipes ont une vision globale autour de ces espèces, qu'il s'agisse de leur état, des risques qui les menacent et de la meilleure façon de les conserver. Et Didier Zoccola, chargé de recherche au CSM, est avec nous pour nous parler d'un vaste projet destiné à sauver les coraux. Bonsoir Didier Zoccola. Bonsoir Patricia. Avant de nous présenter cette arche de Noé des coraux en quelque sorte, le constat de départ peut-être, quelles sont les menaces auxquelles doivent faire face les coraux aujourd'hui ? Eh bien, le rapport de 2018 du groupe international des experts sur le climat, le GIEC, a démontré que si on ne faisait rien, en 2100, il y aurait 70% à 90% des récifs coralliens qui disparaîtraient. Si on restait à 1,5% d'augmentation de température. Par contre, si on augmente à 2 degrés d'augmentation de température, alors plus de 99% des coraux disparaîtraient. Mais est-ce que tous les récifs coralliens du monde sont menacés ou est-ce que certains sont miraculeusement préservés ? La plupart des récifs coralliens sont menacés parce que l'augmentation de température est globale. C'est des changements qu'on appelle globaux. Et même s'il y a certains récifs, certaines régions du globe qui arrivent à résister aux augmentations de température, peut-être que d'autres menaces sur ces régions altéreront les récifs coralliens. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà des menaces qui pèsent sur les coraux, des centaines de millions de personnes dépendent de ces derniers à travers le monde. Oui, une étude qui avait été faite au centre scientifique avec d'autres experts a montré que plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens, que ce soit pour le tourisme, bien sûr, mais aussi de la pêche et même de l'agriculture, car vous savez que les récifs coralliens sont des brise-houles, ils protègent les côtes des houles de la mer, et si cette barrière naturelle de récif disparaît, alors les terres seront inondées, et ces terres inondées ne seront plus cultivables. Compte tenu de ces menaces, l'idée est donc venue de prélever une colonie mère de chaque espèce en danger et de la placer en aquarium pour éviter sa disparition. Et oui, donc on a fait un programme conjoint avec l'Institut océanographique qui va nous permettre de prélever une colonie mère, justement, comme vous l'avez dit, et la mettre en aquarium, parce que dans les aquariums, les paramètres sont contrôlés. On peut contrôler la température, le pH,
la lumière. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus comme dans le milieu naturel. On peut vraiment les protéger de tout ce qui peut être modification de ces paramètres environnementaux. C'est-à-dire que la culture en aquarium aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé. Depuis 30 ans maintenant, on a des coraux vraiment vivants, naturels, et on sait cultiver, bien sûr, que ce soit à Monaco, mais à travers le monde, les coraux. C'est pour ça qu'on va créer plutôt un réseau d'aquariums pour pouvoir mettre toutes ces colonies mères dans des aquariums, mais à travers le monde. On parle de combien d'espèces au total, de combien de colonies mères à travers le monde? Alors, à l'heure actuelle, des espèces de coraux, il y en a plus de 1600. Donc, et en aquarium, malheureusement, on est en dessous des 250 espèces. Donc, ce qui fait qu'on a un appauvrissement en biodiversité si tous les coraux disparaissaient demain. Donc, on n'aurait plus que 250 espèces cultivées au lieu des 1600 qui existent. Donc, vous ne les conserverez pas tous à Monaco, hein, ce sera un réseau international. Non, ça sera un réseau international. On a des aquariums partenaires aux États-Unis, au Japon, en Asie en général et en Europe, il va sans dire. Est-ce qu'il est imaginable, en les cultivant en aquarium, de les faire évoluer également et de les rendre peut-être plus résistants pour faire face aux menaces C'est le but de ce conservatoire mondial des coraux. C'est, après les avoir sauvés, donc mis en aquarium, on a un réseau aussi international de chercheurs qui va avoir deux objectifs. Un objectif, c'est mieux comprendre ces coraux et mieux les étudier, mais aussi essayer de les faire évoluer, comme vous dites. C'est l'évolution assistée qui va permettre de rendre ces coraux plus résistants et plus résilients au changement climatique. Et lorsque l'on sauve les coraux, on se sauve aussi un peu, hein, puisque il est important de préciser que les coraux font partie notamment de nombreuses études dans la recherche contre certaines maladies comme le cancer. Exact. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de molécules qui commencent à provenir des océans, pas seulement des coraux en eux-mêmes, mais tout ce qui fait partie des récifs coralliens, hein, puisque nous avons aussi des éponges, nous avons d'autres invertébrés qui vont permettre de trouver d'autres molécules, disons, bioactives, hein, que ce soit pour les cosmétiques, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans le milieu biomédical, et notamment dans la recherche contre le cancer. Et donc, c'est important de sauvegarder justement ces espèces pour cela, puisque c'est peut-être notre avenir dépend peut-être aussi de ces récifs coralliens en tant qu'espèce humaine. Le message est passé. Merci beaucoup Didier Zoccola pour toutes ces explications. Je vous en prie. Au revoir. Nous retrouvons Fabien Bonilla et un match reporté en basket. Oui, le match de la 6e journée de Jeep Elite à Cholet, initialement prévu ce samedi, est reporté. C'est ce qu'a annoncé le comité sanitaire de la Ligue. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein de l'équipe choletaise. Pour la Roca Team, après Boulazac et Pau-Orthez, il s'agit du 3e match reporté en 6 journées. Quoi qu'il en soit, la SM Basket se déplace ce mercredi à Bologne dans le cadre de la 4e journée de l'Eurocup. Nous sommes à la veille des vacances scolaires. Vous avez également quelques idées de sortie. Pour les mélomanes tout d'abord, avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3, mercredi à 20h30. Concert sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Le concert sera composé d'œuvres de Strivella, Mascagni, Mendelssohn et une création mondiale de Bon Giovanni. Et pour les plus petits, ce vendredi à 15h, la bibliothèque Princesse Caroline propose un après-midi ciné-popcorn dès 6 ans. Et lundi, toujours à la bibliothèque Princesse Caroline, les enfants pourront participer à un atelier avec pour thème « Et si on bricolait un labyrinthe ?» Pour s'y inscrire, vous avez le numéro de téléphone 93 15 22 72. Autre idée de sortie, mardi 27 octobre à 20h, le cycle Tout l'art du cinéma. Nous retrouvons Vincent Vatrican et Fabien Bonilla pour la projection du film L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, qui sera diffusé au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce mardi, il sera question d'amour pour cette projection. Oui, l'amour gai, l'amour triste, c'est comme ça en tout cas que le voit Jean-Daniel Paulet. C'est un réalisateur, alors le film, vous l'avez dit, L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, de Jean-Daniel Paulet, c'est un réalisateur que vous avez déjà mis à l'honneur récemment. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce réalisateur ? C'est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui a grandi dans l'ombre de la nouvelle vague, court-métrage, long-métrage, notamment autour d'une figure un peu décalée, d'un personnage mal dans ses baskets, interprété par un acteur qui s'appelle Claude Melki. C'est sa muse en quelque sorte. C'est un peu sa muse, il a tourné 5 films avec lui.
C'est des films un peu intemporels, dans un climat de fantaisie, de bonne humeur. On est dans la nouvelle vague parce qu'il y a une liberté de tournage, d'expression en total, en décor naturel. Voilà, c'est un cinéma très juste et plein de malice. Vous parlez de Claude Melki, mais il y a aussi une pléiade d'acteurs. Hein. Oui, Chantal Goya, Oui. qui est Qui a dans dû faire ce 2 films, film, je crois, dans sa carrière. oui, qui a joué avec Godard Godard également. après. Oui, oui. Bernadette Lafont, habituée du cinéma de la nouvelle vague. Jean-Pierre Mariel joue aussi dans ce film. Il faut raconter aussi que le film est quasiment un huis clos qui se passe dans cet appartement où vit Claude Melki, Léon, le personnage de Léon, qui est un tailleur, un couturier, et à qui il arrive plein de mésaventures. Il y a une puissance, là encore, de la mise en scène à l'économie, mais dans un lieu complètement clos. Il arrive à bien articuler les scènes. C'est plein d'humour, il y a plein de jeux de mots aussi, qui est un trait d'un certain clan de la nouvelle vague qui aimait bien comme ça jouer sur les mots. C'est un film extrêmement plaisant, même si le personnage joué par Claude Melki dégage une certaine mélancolie. C'est un film de 1968. Est-ce que l'on sent mai 68 pointer le bout de son nez? Est-ce qu'il y a cette révolte, cette liberté dans ce film, ou pas du tout? Ça serait beaucoup dire parce qu'on reste en intérieur et que le bruit de la rue ne remonte pas jusqu'aux fenêtres de l'appartement. Mais c'est un cinéma qui respire effectivement une certaine liberté qui appartient encore au début des années 60. Et c'est vrai que tout de suite après, la société et le cinéma avec va basculer dans autre chose. Alors, vous n'avez peut-être pas tout dévoilé dans le film, mais du coup, l'amour c'est gai ou l'amour c'est triste? Les deux sont conjugués. Pour lui, il va découvrir l'amour en la personne de Chantal Goya, mais aussi quelques désagréments. Donc c'est ce que le film raconte, avec de la mélancolie, mais aussi un brin de folie, et c'est ce qui rend le film passionnant, et souvent avec des accents burlesques. Alors avec Chantal Goya, vous l'avez dit, c'est une musique aussi de Jean-Jacques Debout. Tout à fait. On va se quitter avec un extrait. En attendant, ça sera la projection de ce mardi au Théâtre des Variétés à 20h. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. De dire bonsoir quand tu rentres dans mon atelier, ça te ferait mal? Je t'ai pas dit bonsoir. Oh. Alors là, Léon, je te prie d'accepter mes excuses. Bonsoir, Léon. C'est bad ce que tu bricoles. C'est quoi, c'est un sac de couchage? C'est un costume pour gros Momo. Oh, bah dis donc, il va être joli avec sa grand Momo. Bon, ben c'est pas tout ça. Quand faut y aller, faut y aller. Il est de retour à mes côtés, Fabien Bonilla. Quelles sont les prévisions météo pour mercredi? Eh bien, la journée de mercredi sera plutôt agréable avec de longues périodes ensoleillées et peu de nuages. Les températures varieront de 12 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h52 pour se coucher à 18h37. Et ce mercredi, nous fêterons les Célines. Merci Fabien et merci à vous qui êtes au rendez-vous chaque soir. Nous refermons cette édition avec un kaléidoscope coloré de photos des coraux qui sont cultivés au Centre scientifique de Monaco, des photos de Manuel Vitali. Je vous retrouve quant à moi demain à 19h. Très belle et douce soirée à tous.